Ce n'est pas ce que vous pensiez. La relation de proportionnalité entre le rendement et le risque en investissement n'est pas aussi évidente que ce que vous croyez. Vous avez toujours entendu quand vous investissez que le rendement est proportionnel au risque d'un placement. Et vous avez admis cet adage sans vous poser plus de questions que ça, puisque ça paraît tout à fait logique. Mais ce n'est pas si évident que ce que vous croyez. Si justement cette relation de proportionnalité entre rendement et risque n'est pas si évidente que vous le croyez jusque-là, ça veut aussi peut-être dire que vous choisissiez vos investissements en partant d'hypothèses erronées et peut-être en faisant des erreurs stratégiques. Vous allez découvrir dans cette vidéo ce que peu d'investisseurs comprennent, puisque nous allons y analyser ensemble en profondeur tous les enjeux de la relation de proportionnalité ou non entre risque et rendement en investissement. Je vais vous présenter plusieurs graphiques dans cette vidéo. Pour citer mes sources, ils viennent tous d'un mémo de Howard Marks. Howard Marks, c'est un investisseur américain assez célèbre qui a pris l'habitude depuis une quarantaine d'années de rédiger quelques mémos par an, environ tous les 2 mois, sur des sujets liés à l'environnement de l'investissement. Et ils sont d'une qualité exemplaire, au point que Warren Buffett a même dit un jour « Dès que je vois que j'ai reçu un mémo de Howard Marks dans ma boîte mail, je cesse tout ce que j'étais en train de faire et je commence à le lire. » Alors, la relation entre rendement et risque en investissement, c'est celle de ce graphique. C'est celle qu'on vous a toujours apprise. C'est celle que vous avez un peu en filigrane comme avertissement, comme disclaimer quand vous signez des papiers, des investissements. Attention, le rendement attendu d'un placement est proportionnel au risque, etc. Alors, on va repartir de cette droite dans une approche globale, parce qu'elle n'est pas forcément critiquable en tout point de vue. Mais par contre, on va déjà dénoncer une première contre-vérité. Cette droite, elle peut s'envisager avec des ajustements quand on parle un peu de stratégie globale de placements globaux. Par contre, quand on est sur un cas unitaire, elle a déjà ses limites. Prenons un exemple. Vous voyez un bien immobilier avec une annonce à 100 000 € et ce bien a 6% de rendement locatif attendu. Donc vous pouvez l'acheter à 100 000 € et vous aurez vos 6% de rendement locatif attendu. Si jamais vous le négociez à 90 000 €, vous allez avoir cette fois un rendement locatif qui va s'approcher de 7%. Et pourtant, l'acheter à 90 000 €, c'est moins de risque que de l'acheter à 100 000 €. Puisque effectivement, vous avez plus de sécurité en cas de retournement de marché, etc. que si vous l'aviez acheté à 100 000 €. Et pourtant, votre rendement attendu est plus élevé. Donc sur des cas unitaires, ça peut se démontrer. On retrouve le même cas en bourse. Si vous décidez d'acheter l'action LVMH cette année, eh bien finalement, celui qui a réussi à l'acheter sur son plus bas à 52 semaines, il prendra moins de risques que celui qui l'a acheté à son plus haut à 52 semaines, puisque finalement il partira d'une valeur plus basse en cas de retournement de marché, et pourtant il aura à la fois un rendement sur dividende attendu plus élevé, et une rentabilité attendue également plus élevée, puisqu'en potentiel de plus-value, il partira d'un point plus bas que le point moyen de l'année. Et alors, en fait, sur des investissements un peu individuels comme ça, cette erreur d'évaluation du rendement et de proportionnalité entre rendement et risque, en fait, elle vient de ce que font les banques, etc., qui assimilent dans leur simulation le risque à la volatilité des choses. C'est-à-dire qu'on a des systèmes un peu de ce qu'on appelle la value at risk, qui font des hypothèses, et en gros, dans ces hypothèses, une hypothèse forte, c'est qu'on assimile le risque à la volatilité. Et c'est quelque chose dont ne sont pas fans un peu tous ceux qui sont dans un mode de chasseur de décote, investisseurs un peu value, puisque effectivement, assimiler le risque à la volatilité du marché, ça peut faire parfois contresens. Je vous prends un exemple tout bête, votre voisin a une Ferrari. Je crois que je l'ai déjà pris dans un de mes livres d'ailleurs, cet exemple-là. A une Ferrari, on va dire une Ferrari Modena, alors je ne sais plus combien ça cote exactement maintenant, mais on va dire ça vaut 100 000 €. C'est à peu près son prix de marché. Bon, un jour, il se prend la tête avec sa femme, etc. Et il dit, il y en a marre de ta Ferrari, ça fait des dépenses d'entretien, etc. Tu passes ton temps qu'à aller faire le clown avec tes sorties avec tes copains sur circuit, enfin je ne sais quoi, etc. Donc il se dit, oulala, moi je vais divorcer, c'est le bordel, il faut vraiment que je vende ma Ferrari tout de suite. Et il vous la propose, il dit, bon, et pour m'en débarrasser, je vous la brade 50 000 €. Si on faisait vraiment la valuatrice comme ça se passe sur les marchés et comme les banques analysent le risque sur les marchés, en fait, on aurait une chute de prix d'un seul coup de 50%, on dirait, oulala, le risque d'un achat de Ferrari, comme ça, il monte en flèche. Mais en fait, vous achetez une Ferrari
à 50 000 euros quand sa vraie valeur est de 100 000 euros, eh bien vous prenez moins de risques que si vous l'achetiez à son prix. D'abord parce que si le prix des Ferrari baisse, eh bien vous avez 50% de marge de sécurité au départ. Et puis même d'un point de vue global, si vous avez des pépins techniques, si vous la plantez, qu'elle devient irréparable, etc., et qu'à la fin elle vaut 0, eh bien vous aurez perdu 50 000 euros et vous n'aurez pas perdu 100 000 euros. Donc en fait votre risque a diminué, sauf que si on fait l'assimilation du risque à la volatilité, eh bien votre risque il serait calculé comme ayant augmenté. Donc c'est un peu la première démystification. Par contre, d'un point de vue général, on va quand même repartir de ce graphique de proportionnalité entre rendement et risque en investissement. Parce que si on se place d'un point de vue plus global, si on compare des placements immobiliers en général, des placements sur tel type d'action en général, des actifs entre eux, les actions, l'immobilier, le private equity, les obligations, ça peut avoir un sens. Bref, quand on repart un peu de ces points de vue généraux, là, cette courbe recommence à prendre un sens. Par contre, il va falloir l'ajuster sur certains paramètres parce que ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Donc comme elle n'est pas pleinement satisfaisante, cette représentation graphique, Howard Marks y propose de l'améliorer en y superposant des lignes de distribution de probabilité que l'on tourne sur le côté, comme je vous le montre sur le graphique. Et quand on représente comme ça, plutôt que d'impliquer seulement que prendre plus de risques en allant de gauche à droite sur le graphique assure des rendements plus élevés, eh bien cette nouvelle façon d'envisager les choses, elle suggère qu'au fur et à mesure que vous prenez plus de risques, donc en allant de gauche à droite sur le graphique, d'abord le rendement attendu augmente, comme dans la version originale de base finalement, mais deuxièmement, l'horizon des probabilités s'élargit également, et troisièmement, les occurrences de mauvaises probabilités s'aggravent aussi. En d'autres termes, les investissements plus risqués, ils offrent bien la possibilité d'un rendement plus élevé, mais ils ont également d'autres effets secondaires moins souhaitables. C'est pourquoi ils sont décrits comme étant plus risqués. Et en fait, une fois qu'on a conceptualisé les choses comme ça fait tilt et ça nous ouvre la possibilité de voir beaucoup de choses différemment et plus finement quand on réfléchit à ce concept de proportionnalité entre rendement et risque en investissement. Par exemple, si on compare les actifs dans leur ensemble, on peut avoir ce graphique-là où on place dessus les obligations, les actions, le private equity. Ça peut donner voilà, une représentation comme ça. Maintenant, si on zoome sur des classes d'actifs en particulier, eh bien, on peut également utiliser ce graphique sur les obligations et où on va passer de gauche à droite avec des obligations d'État, après avec des obligations corporate de qualité et après sur des obligations un peu plus type high yield, au rendement. Si on regarde sur les actions, eh bien, on peut faire la même représentation. De gauche à droite, on va mettre les actions US et les actions des pays occidentaux. Et puis, on va aller vers la droite, vers des actions de marché émergents. On peut même, finalement, utiliser ce graphique plutôt que sur les actifs eux-mêmes, sur le style d'investissement choisi. Comme je le dis, il y a plusieurs styles d'investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier. Et finalement, ce graphique, c'est un peu le même quand on se met le style d'investissement. Il y en a qui vont plus chercher à éviter les pertes, et il y en a qui vont plus chercher à viser les gros gagnants, entre guillemets. Mais ce graphique, il a aussi un peu sa représentation. On peut le mettre en immobilier, par exemple, voilà, de gauche à droite, sur le type d'actif, on va avoir l'appartement en copropriété dans une très grande métropole ou à Paris. Au milieu, on va avoir l'appartement en copropriété dans une ville de province de 100 000 habitants. Et puis si on va tout à droite, on va avoir potentiellement l'immeuble de rapport dans une ville de 20 000 habitants. Ça marcherait également en immobilier sur les modes d'exploitation. On part de la longue durée où on a une sérénité maximale, etc. Et à droite, on met plus un peu la colocation ou la location courte durée. On a vu que le rendement était plus élevé. Alors ça va aussi avec un peu du travail, ce que j'appelle le rendement entrepreneurial, mais si on se place juste d'un point de vue risque, on a vu qu'il y avait aussi en face du rendement plus élevé sur la location courte durée, un éventail de probabilités plus forte, notamment avec l'effet Covid. Comme je pense qu'il y a un éventail de probabilités aussi plus forte à la baisse sur la colocation qui en moyenne est plus rentable, notamment avec ce qu'on voit dans certaines villes, les limitations des loyers, ou éventuellement dans les villes moyennes où la colocation est devenue à la mode, une saturation du marché qui n'est pas forcément encore arrivée, mais qui pourrait venir à terme. Voilà, on a déjà ajusté cette courbe-là en y ajoutant des graphiques de probabilité, des distributions normales inversées de façon verticale, pour finalement qu'ils donnent quelque chose de plus intéressant. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt à se mettre plus sur une partie du graphique que sur l'autre? Eh bien, en théorie, non.
Finalement, quand on représente le graphique comme ça, on fait une hypothèse un peu de déficience du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleurs endroits que d'autres à se positionner sur la courbe. Finalement, si le marché est à l'équilibre, chaque variation du rendement potentiel est équitable par rapport à la variation du risque supporté. De sorte qu'en fait, toutes les positions de la courbe sont équivalentes en termes d'attractivité. Si vous vous déplacez vers la gauche, vous évitez un certain risque, mais votre rendement attendu diminue. Si vous vous déplacez vers la droite, votre potentiel augmente, mais votre risque également. En gros, c'est comme quand vous jouez à pile ou face. Au départ, pile n'est pas un meilleur choix que face et inversement. Alors, l'une des citations qu'on attribue parfois à Albert Einstein, même si on n'est pas sûr, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais qu'en pratique, il y en a une. Donc ça, c'est la théorie où les marchés sont toujours efficients, en fait, qui donne un peu ça. Seulement, dans la pratique, les marchés ne sont pas forcément efficients en tout temps et en tout lieu. Alors, il y a débat, est-ce qu'ils sont jamais efficients, est-ce qu'ils sont inefficients que de temps en temps, etc. Les adeptes purs de la gestion indicielle vous diront qu'ils sont efficients tout le temps, donc là, on s'arrête là sur les graphiques. Mais moi, j'ai quand même la conviction qu'ils ne sont pas 100% efficients, en tout cas pas tout le temps. Et notamment, si on prend l'exemple des cracks, comme le crack de 2008, si on prend des gros cracks, on peut penser qu'à ce moment-là de découragement sur les marchés, il y a une aversion excessive au risque des investisseurs. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, temporairement, ça va vous tordre un peu cette courbe et ça va vous la mettre en parabole. Et donc, si ça vous la met en parabole comme cela, eh bien, à ce moment-là, toutes les positions de la courbe ne deviennent plus équivalentes et il faut plutôt aller vers la droite de la courbe, c'est-à-dire dans ces périodes-là, justement de défiance par exemple vis-à-vis des marchés actions, eh bien allez acheter des actions. Parce que personne n'en veut et justement ça distorde votre courbe linéaire. Alors on garde la distribution un peu autour, qui donne des occurrences où vous prenez plus d'occurrences de risque, mais aussi le potentiel de rendement est plus élevé, mais pas de façon linéaire. Là en fait, la position du point à droite est plus favorable que la position du point à gauche. Et vous avez exactement l'inverse dans un effet de bulle sur un type d'actif. C'est-à-dire que là, la courbe, au lieu d'être linéaire, vous allez avoir une courbe qui se tord un peu en parabole à l'envers, un peu entre guillemets, où là, la position vers la gauche de la courbe va être plus favorable. Alors, on peut le voir aussi sur l'immobilier, cette courbe un peu qui se tord en parallèle. Moi, il y a eu des moments un peu favorables sur le marché de l'immobilier, où j'avais l'impression qu'on était dans un moment vraiment intéressant et donc qu'il fallait y aller parce que je me positionnais là. À l'époque, on avait à la fois des prix bas et des taux bas, 2014-2015 par là, on avait clairement eu une distorsion un petit peu de la courbe sur l'immobilier comme ça. Alors, le dernier point qu'Howard Marks aborde quand il s'amuse un peu avec ses petits graphiques de proportionnalité entre rendement et risque, c'est ce qu'on appelle l'alpha. Alors, l'alpha, c'est les investisseurs qui arrivent à générer de la surperformance par rapport à la moyenne du marché. En bourse, si on cite un exemple en France, on a William Egan sur les small caps, qui sur 30 ans a réussi à générer de l'alpha par rapport à la performance moyenne de son indice de façon régulière. Alors, je le cite lui parce qu'en plus, il expose vraiment sa stratégie assez en détail, donc qui est basée sur des ROE élevés, des prix sur cash flow faibles, etc. Donc on a une stratégie qui est en tout cas assez partagée. On peut dire aussi que c'est le cas de Warren Buffett quand il s'est concentré sur des entreprises exceptionnelles en bourse. Finalement, en allant acheter des entreprises exceptionnelles, il a réussi à générer de l'alpha. Et alors ça, on peut le représenter en fait sur la courbe, en gardant la linéarité de la courbe, parce qu'on peut se dire on est dans un marché normal, moyen, mais par contre, c'est l'investisseur, lui, qui arrive à générer de l'alpha, et on décale en fait les distributions de probabilité vers le haut, c'est-à-dire que ces investisseurs à rendement équivalent, ils arrivent à prendre moins de risques que la moyenne du marché, c'est-à-dire qu'en gros, avec leurs compétences, ils accèdent au potentiel de hausse offert par un type de marché donné, sans prendre tous les risques de baisse que prend lui, l'investisseur moyen. Et donc après, ces gens qui génèrent de l'alpha, ils peuvent le faire de deux façons. Soit ils réduisent le risque en allant vers la gauche de la courbe, et en faisant ça, ils vont renoncer à un rendement moindre que la moyenne, soit ils vont augmenter le risque en allant vers la droite de la courbe, et à ce moment-là, ils le font certes avec une augmentation du risque, mais avec une augmentation du risque qui est moins que proportionnelle à la moyenne des investisseurs. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. J'aime essayer dans mes vidéos de vous élever en vous faisant découvrir des concepts assez différents des banalités que vous pouvez parfois voir ailleurs sur l'investissement. Alors je ne vous demande pas de réfléchir à ça forcément tout de suite, mais la prochaine fois que vous serez en train d'investir dans quelque chose de nouveau, ou même que vous prendrez le temps de réfléchir à votre stratégie globale d'investissement, essayez de le faire toujours avec un peu ces graphiques en tête et en arrière-plan de votre pensée.
Vous verrez que ça vous aidera vraiment à conceptualiser les choses et à vous rendre compte de ce que vous faites, des opportunités, du rendement et à le mettre en face du risque. C'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Et si vous découvriez Howard Marks et que vous avez apprécié un peu les leçons que l'on a apprises dans cette vidéo, j'avais fait une autre vidéo qui partait des réflexions qu'il partage dans ses mémos sur la relation et les similitudes entre sport et investissement. Je vous invite donc à la regarder sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir tous mes livres dans la description de la vidéo, ainsi que ma formation Investir en bourse dans les entreprises exceptionnelles. Je vous mets également quelques cadeaux gratuits à télécharger qui pourront vous aider pour vos investissements. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like et de la commenter, ça fait toujours plus de reach sur YouTube et la chaîne, je pense qu'elle décolle moins que ce qu'elle mérite, ma chaîne YouTube, donc aidez-moi, je serai content. Et je vous dis à bientôt sur Blog Mes Investissements et sur la chaîne YouTube associée.